Rapporteur, c'est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a un peu plus de 40 ans, je ne savais pas encore lire. L'Assemblée nationale examinait déjà un texte adopté préalablement par le Sénat sur le prix du livre. Au-delà des similitudes de procédure parlementaire, c'est la similitude de situation qui saute aux yeux. Preuve à l'appui, cette phrase de Jack Lang, alors ministre de la Culture en séance publique à l'Assemblée. La diffusion du livre connaît depuis quelques années une mutation commerciale dont les conséquences sont loin d'être neutres sur le plan culturel. En effet, longtemps assurée par un réseau de commerçants spécialisés, les libraires, la vente du livre a vu apparaître et se développer peu à peu de nouvelles formes de distribution, lesquelles ont engendré une concurrence très vive. À l'époque, rafraîchissons-nous la mémoire, en 1981, les hypermarchés cassent littéralement les prix sur les livres qui se vendent facilement, privant ainsi les libraires de ressources financières pourtant indispensables à la promotion d'ouvrages réputés plus difficiles. La situation actuelle n'est pas loin d'être analogue, si ce n'est qu'Amazon a remplacé Leclerc et pratique des frais de port hors de portée des librairies indépendantes. Pour les moins importantes d'entre elles, elles se trouvent de fait exclues de la vente en ligne. On arrive à cet état de fait malgré la loi du prix unique. Un livre de poche, neuf, Candide par exemple, se trouve actuellement vendu, réception comprise, de 3,06 € à 10,95 € au gré des détaillants. L'explication en est très simple. Les petites librairies font face à des coûts très éloignés de ceux de grandes entreprises. Cela s'entend des frais facturés par les transporteurs, aussi bien que des frais de préparation auxquels cette logistique nouvelle les expose. Dès lors, soit elles répercutent ces coûts réels sur leurs clients et les perdent dans bon nombre de cas, soit elles prennent tout ou partie de ces coûts à leur charge, mais alors elles sacrifient cette marge. Les frais de port à 1 centime d'euro pratiqués par les grands détaillants les mettent donc de facto devant un dilemme absolument cornélien. Pour remédier à cette situation, la proposition de loi du Sénat, de notre collègue Darcos, entend permettre au ministre chargé de la Culture et de l'Économie, en lien avec l'Arcep, de déterminer un tarif minimal applicable aux frais de port facturés pour la livraison d'un livre. Ainsi, les libraires qui pratiquent la vente en ligne verront, toutes choses égales par ailleurs, leur situation financière mécaniquement améliorée. On peut même imaginer que des librairies de taille moyenne, qui parviendraient à internaliser une partie des coûts, puissent s'aligner sur ce tarif minimal, ce plancher, et deviennent dès lors compétitives par rapport à Amazon, la Fnac, Leclerc, Gibert, en proposant le même tarif à leurs clients. Plus encore, une telle mesure pourrait inciter certains lecteurs à se déplacer en point de vente physique pour éviter le surcoût. Voilà qui serait pleinement en phase avec la lumière mise récemment et salutaire et liée au contexte sanitaire sur le soutien et le retour indispensable au commerce physique de proximité. On le sait aussi, la venue en magasin peut encourager l'achat imprévu dit d'impulsion. L'idée est donc séduisante en théorie. Mais comme l'ont indiqué plusieurs personnes que j'ai entendues dans le cadre de mes auditions, et dont on ne peut pas dire qu'elles avaient toutes un quelconque parti pris, il est également possible que cette mesure conduise à des ventes moindres ou à des reports sur d'autres marchés. Peu probable sans doute vers le livre numérique, mais plus envisageable vers le livre d'occasion ou d'autres biens culturels, d'autres loisirs qui ne financeront, hélas, ni les auteurs ni les éditeurs à un niveau équivalent. En l'absence d'études préalables, il est très difficile de savoir quel impact réel pourra avoir cette disposition. Impact qui dépendra évidemment du tarif qui sera déterminé par le pouvoir réglementaire. Un tarif trop faible n'aidera pas les libraires et ne modifiera probablement pas le marché. Un tarif trop élevé, à contrario, assurerait un report plus assuré sur le marché physique, mais au prix probablement d'une perte sèche pour l'ensemble de la filière. Entre les deux, c'est un véritable pari que nous sommes amenés, mes chers collègues, à faire, et notamment du fait que la disposition pourra probablement être contournée d'une façon ou d'une autre. On le sait, hélas, l'imagination des GAFA ne concerne pas que le domaine fiscal. Reste que la mesure pourrait peut-être faire évoluer les pratiques vers le cliquer-retirer, mais aussi, et c'est important, faire prendre davantage conscience au public de l'impact sur l'activité locale et sur l'environnement de sa façon de consommer, conscience qui s'est d'ailleurs développée dans le contexte du confinement et que l'on peut clairement encourager ici. Il y a donc peut-être un véritable moment à saisir aujourd'hui,
un kairos si je puis me permettre. Pour autant, compte tenu des réserves entendues et que j'ai rappelées devant vous quant à l'efficacité du dispositif, il me paraît indispensable d'en prévoir l'évaluation périodique, tant par le gouvernement que par le Parlement, pour ajuster le tarif en cas de besoin, voire abandonner le dispositif si ses effets se révélaient finalement délétères. Je pense notamment aux territoires ruraux qui pourraient pâtir d'un renchérissement du prix du livre en ligne et qui auront peut-être besoin que l'on imagine, au moins pour les territoires les moins pourvus en détaillant, un dépôt gratuit de livres dans une maison France Service, par exemple. J'ai aussi à l'esprit les plus défavorisés, notamment parmi les jeunes et les étudiants, possiblement en recherche d'ouvrages rares, sur qui une telle mesure pourrait avoir un impact négatif. Par ailleurs, si ce n'est pas du ressort du Parlement, il faudra réfléchir à des mesures complémentaires, notamment pour attirer les lecteurs et non-lecteurs, d'ailleurs, en point de vente physique. Je pense notamment aux jeunes qui, grâce à l'opération Tous en librairie et au Pass Culture, peuvent accéder plus facilement à la librairie ou encore aux librairies ambulantes, salons locaux, boîtes à livres, qui sont un excellent moyen, aussi bien en plan géographique que psychologique, d'aller au-devant de lecteurs potentiels à conquérir. Je crois en effet qu'il ne faut pas négliger l'obstacle psychologique réel que peut constituer la venue en librairie pour certains publics. Et dans ces cas-là, les professionnels de l'enfance et de l'éducation, les bibliothécaires et les libraires sont, à n'en pas douter, un vecteur essentiel du livre et de la lecture. De façon plus prosaïque, je crois qu'il faut aussi travailler une meilleure communication autour de la loi sur le prix unique du livre. Un quart des personnes qui achètent leurs livres en dehors des librairies pensent que les livres y sont plus chers qu'ailleurs. Par ailleurs, qui sait par exemple qu'il a le droit de demander à son libraire la commande de n'importe quel ouvrage ? Ce sont des arguments importants à faire valoir pour faire venir le public en librairie. Mais un chantier de modernisation doit aussi s'ouvrir avec cette proposition de loi pour les libraires indépendants et l'ensemble de la filière de distribution. Nous rendons moins vive la concurrence par les prix via cette disposition, mais encore faut-il que les librairies deviennent plus concurrentielles sur les autres éléments qui jouent aujourd'hui dans l'acte d'achat en ligne, comme la praticité de la commande, la rapidité de la mise à disposition pour gagner des parts de marché et remporter ce pari que nous faisons. Je n'irai pas plus loin dans le détail de cette mesure car je suis certaine que nous y reviendrons au cours de nos débats. En revanche, il me paraît important de souligner que la proposition de loi comporte aussi d'autres mesures tout aussi essentielles, si ce n'est plus. L'article 1, d'abord, comprend d'autres dispositions importantes pour la filière. Premier point, l'interdiction de solde partiel faite aux éditeurs qui ne sauraient ainsi solder leurs ouvrages, notamment en ligne, au détriment de leurs détaillants. Ensuite, l'exigence d'une distinction dénuée de toute ambiguïté s'agissant de la vente de livres neufs et d'occasion, notamment sur les places de marché qui sont développées récemment. À l'article 2, on donne la possibilité aux communes de verser des subventions aux petites et moyennes librairies indépendantes de leur territoire. Les outils qui sont aujourd'hui à leur disposition, fiscaux principalement, ne leur permettent pas de gérer les situations au cas par cas et ne correspondent pas nécessairement aux besoins à l'instant T des territoires ou des entreprises. C'est un outil budgétaire plus souple donc qui est mis à leur disposition et qui doit aussi permettre de financer le fonctionnement des structures, là où les crédits publics soutiennent généralement le seul investissement. Cela me semble tout à fait pertinent. Pour poursuivre, l'article 3 m'apparaît d'une importance cruciale pour les auteurs. Un accord a été signé en 2017 par le Syndicat national de l'édition qui encadre deux pratiques contractuelles extrêmement dommageables que sont la compensation intertitre et la provision pour retour d'exemplaires invendus. C'est une avancée notable, mais elle ne concerne aujourd'hui que les adhérents du Syndicat national de l'édition. L'article 3 permettra ainsi au ministre de la Culture de les étendre à l'ensemble des éditeurs. Cet article améliore également de façon notable la situation des auteurs dans le cas d'une cessation d'activité, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, de la maison d'édition, ce qui, dans le contexte actuel, n'est pas inutile. Enfin, l'article 5 apporte des modifications indispensables et attendues au dépôt légal numérique. Avec le développement de services en ligne de plus en plus sophistiqués, un nombre croissant d'œuvres et de documents échappe à la collecte automatisée de l'INA et de la BNF, tandis que le CNC fait face à des fichiers numériques cryptés qu'il lui est impossible de lire et de copier à des fins de conservation. L'article 5 va permettre, par le biais d'accords avec les déposants, de faciliter grandement la tâche des organismes dépositaires. C'est donc un article tout à fait salutaire et attendu pour la conservation du patrimoine numérique et multimédia.
Ainsi, voici les quelques points, loin d'être mineurs, que je souhaitais aborder avec vous. Nos débats vont sans doute s'orienter sur la mesure prévue à l'alinéa 2 de l'article 1. Elle m'apparaît certainement la plus sujette à débat.